sera enregistré. Vous pourrez donc retrouver le lien demain dans votre messagerie par un mail que je vous enverrai, donc au nom de Fabienne Sirono, donc ne me spammez pas. Et je vous préconise de couper les micros puisque tout bruit parasite est extrêmement gênant, et en particulier si vous pianotez sur votre ordinateur, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, c'est un petit peu désagréable. Et éventuellement aussi de couper vos caméras puisque le flux vidéo, il y a des vidéos pendant la présentation de Louis Vincent, et donc pour être sûr d'avoir la qualité au rendez-vous, je vous préconise aussi de couper vos caméras. Voilà, bien écoutez, après avoir constaté qu'il y avait encore une marge de manœuvre sur le stockage des produits dangereux, stockage et manipulation, je vais pouvoir laisser la parole à Louis-Vincent Vecchione, donc d'Asecos, sur cette présentation. Une dernière information, vous avez un chat pour poser vos questions. Je le consulte en permanence, je répertorie les différentes questions et ces questions seront posées à la fin du webinaire, donc environ 45 minutes d'après ce que m'a donné comme timing Louis-Vincent. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, formulez-les et j'en ferai la synthèse et nous les poserons en fin de webinaire. Voilà, je souhaite un beau webinaire et je donne la parole à Louis-Vincent. Merci Fabienne. Alors bonjour à tous, bienvenue. Merci avant tout d'assister à ce webinaire donc spécifiquement dédié à la mise en conformité du stockage de produits chimiques en milieu professionnel. Donc, le webinaire en question a été concrétisé en étroite collaboration avec la CCI Alsace, Fabienne, donc Madame Sirono de son nom, et la société Abisco également, qui est un acteur alsacien spécialisé dans les EPI et la protection industrielle de manière générale. Et nous les remercions pour leur implication dans la réalisation de cette présentation. Donc, le webinaire sera d'environ d'une durée de 45 minutes et nous consacrerons ensuite une quinzaine de minutes pour répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir. Alors, comme le disait Fabienne, et je me permets de réinsister sur le sujet, donc il y a un chat qui est en live, normalement disponible en parallèle si vous avez des questions pendant la présentation ou des interrogations. Pour le bon déroulement de la session, donc je vous demanderai de bien vouloir couper les micros et la vidéo de préférence, comme le précisait Fabienne. Merci pour votre compréhension. Alors, sachez qu'il y aura le replay pour reprendre ce qu'évoquait Madame Sirono, qui sera disponible à l'issue de la présentation. Alors, le principal objectif de ce webinaire, c'est de faire bénéficier vous faire bénéficier de notre expertise et d'augmenter vos connaissances, vos compétences sur les bonnes pratiques liées à la manipulation et au stockage de produits dangereux. Les produits chimiques sont présents et sont utilisés dans de très nombreux secteurs d'activité, en industrie comme en laboratoire, donc c'est un sujet majeur dans les entreprises. Tous les produits et matières chimiques dangereuses, tels que les produits inflammables, les explosifs, les corrosifs, les toxiques, CMR irritants, les polluants, ou encore les bouteilles de gaz et autres batteries lithium-ion qui représentent des risques professionnels majeurs pour les entreprises. Et nous allons vous en expliquer les différentes raisons et vous sensibiliser à ces risques au travers de cette présentation. Alors tout d'abord, quelques informations dans un premier temps, des informations importantes sur l'entreprise Asecos, en quelques mots. Donc Asecos est une société allemande qui a été créée en 1994 et Asecos a été précurseur sur le marché en ayant développé dans les années 90 les toutes premières armoires de sécurité résistantes au feu 90 minutes. Le siège et la production de l'entreprise sont localisés en Allemagne, à Gründau précisément, donc situé au nord de Francfort. Le site de production s'étend sur une surface de plus de 35 000 m² et l'entreprise dispose des certifications qualité ISO 9001 et environnementale ISO 14001. Les fabrications Asecos sont commercialisées dans plus de 100 pays à travers le monde et Asecos bénéficie désormais, 25 ans après sa création, d'une position donc incontestée d'expert et de leader international sur son marché. La première approche consiste à se concentrer sur les conséquences directes liées à des incendies. Alors, notamment sur le visuel, on peut apercevoir les conséquences constatées sur un site industriel français dont les produits chimiques étaient stockés de manière inadaptée.
de manière non conforme, sans prendre en considération les réglementations et les normes en vigueur, et qui engendre, dans un cas concret comme celui-ci, la dévastation de l'établissement. Pour citer un autre exemple qu'on a tous à l'esprit, qui a été très médiatisé, il y a donc un important site industriel normand qui a été intégralement détruit il y a à peu près un an maintenant, et directement en liaison avec la présence de produits chimiques sur le site et dont les conséquences environnementales ont été très importantes. Alors, quelques chiffres, quelques informations clés, essentielles. En France, donc, il est important de noter que, notamment en 2019, environ 1000 incendies, explosions sont déclarés dans les établissements. Donc, ce sont des chiffres qui sont très importants. Et à noter qu'à l'issue de ces conséquences, de ces incendies et explosions, il y a entre 70 et 80%, donc c'est-à-dire 2 entreprises sur 3 des sociétés qui sont concernées, qui ne se relèvent pas après un incendie, et notamment avec les conséquences qui sont engendrées, et ce qui engendre également la disparition des entreprises dans les mois qui vont suivre. Les conséquences juridiques, économiques, également environnementales, sont bien trop importantes, et également donc des conséquences sociales, puisque évidemment, quand une entreprise ferme, en termes d'employabilité, il y a une chute assez significative. Donc cette source-là, elle provient, pour information, de l'ARIA, qui correspond à l'analyse, recherche et information des accidents de la République française. En cas d'un départ de feu dans une entreprise, ce qui va se produire, c'est que l'incendie va s'emballer de manière importante, conséquente, et notamment si les matières dangereuses sont stockées de manière non conforme et de manière inadaptée, il y aura des conséquences qui vont être aggravées. Des risques de feu plus intenses, des déflagrations, et pouvant nuire donc directement au personnel présent sur le site. Donc il y a l'humain qui entre en jeu, évidemment, les locaux directement, et tous les équipements également présents sur le site, dont les valeurs peuvent parfois être assez importantes, notamment certains équipements industriels dont les investissements sont très importants. Mais également aussi avoir un impact sur les secouristes en cours d'intervention, qu'il ne faut pas oublier pour évidemment les protéger. Il est également nécessaire de prendre en compte, on l'évoquait précédemment, les conséquences environnementales directes, et également les conséquences au-delà de l'entreprise qui est concernée par l'incendie, évidemment tous les voisins, que ce soit des habitations ou d'autres établissements professionnels. Il y a 2 sources majeures de risques en liaison avec les produits chimiques qu'il faut prendre en considération. Alors, il y a le risque feu d'explosion, notamment pour les produits inflammables et les bouteilles de gaz, les batteries lithium-ion. Le risque d'inhalation pour tous les produits chimiques, et dans ce cas précis, le risque est parfaitement invisible, puisque évidemment ce sont des vapeurs, et ce risque-là, il est difficilement perceptible. Il n'y a que l'odeur qui peut permettre de l'identifier quand c'est possible. Lorsque les produits chimiques sont stockés dans un environnement clos, dans un local par exemple, il est nécessaire donc de supprimer les inhalations directes aux vapeurs des produits chimiques, qui représentent une source potentielle de maladies professionnelles sur du moyen et du long terme. Aujourd'hui, on a suffisamment de retours d'expérience pour dire qu'il y a des gens qui ont été exposés à des produits chimiques tout au long de leur carrière professionnelle et qui malheureusement, sur du long terme, déclarent des maladies respiratoires assez importantes. Ou par exemple encore les produits inflammables, dont il est nécessaire de prendre en compte ce qu'on appelle les domaines d'inflammabilité, avec une limite, avec les notions donc, de limite d'inférieure d'explosivité et les limites supérieures d'explosivité. Et là, je reviendrai sur le sujet un peu plus tard dans la présentation. Tous les produits chimiques sont soumis à la réglementation CLP, qui permet d'identifier directement le risque chimique concerné. Chaque produit chimique dispose d'une signalisation qui est normalisée et qui va permettre d'identifier directement et rapidement le risque chimique concerné. Ce sont les pictogrammes qu'on visualise, que vous visualisez à l'écran. Et aujourd'hui, tous les fabricants de produits chimiques ont l'obligation de faire figurer ce pictogramme sur le contenant, de manière à identifier instantanément le risque chimique concerné par le produit.
En complément de cette signalisation, de ce pictogramme, il y a également donc, les FDS qui sont obligatoires. Donc, ce sont les fiches de données sécurité. Donc, chaque produit chimique en dispose, c'est une obligation légale. Et il y a dans ces documents-là quelques sections dédiées au stockage et à la manipulation de produits chimiques, donc ce qui va nous concerner directement. Donc, notamment les sections 1, 4 et 7 qui vont mettre en valeur quelques informations utiles en liaison, encore une fois, avec le stockage et la manipulation de produits dangereux. Ces informations sont à prendre en considération en termes d'évaluation de risque pour les produits chimiques concernés. Il existe différentes sources de départ de feu dans les établissements. Donc elles sont assez nombreuses, très clairement. Il y a notamment la flamme ouverte, la cigarette, les étincelles en liaison avec tout ce qui est soudure notamment et des coupes métalliques, les surfaces chaudes qui représentent un risque important en termes de départ de feu, l'électricité statique, les étincelles mécaniques ou encore les arcs électriques. Alors aujourd'hui, toutes les entreprises doivent réaliser des analyses des risques et il s'agit même d'une priorité aujourd'hui. C'est du préventif pour identifier tous les risques potentiels dans un établissement, dans une entreprise. Donc c'est là où intervient le principe STOP en liaison avec les agences chimiques, plus particulièrement. Donc ce principe-là, il est décomposé donc, de la manière suivante. Donc vous avez donc la substitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout produit dangereux doit être, si possible, substitué par un autre produit. C'est une obligation quand elle est techniquement possible. Si je dispose d'un produit chimique qui n'est pas indispensable et que je peux le remplacer par un autre produit donc moins dangereux ou non chimique, je suis obligé de le faire pour limiter les risques dans mon établissement. Donc là, Secos, nous, en l'occurrence, nous n'intervenons pas sur le sujet. Ensuite, vous avez les mesures techniques préventives. Donc, les mesures techniques préventives, c'est la mise en place de mesures préventives par définition, donc directement au poste de travail, sachant que ces mesures préventives, donc là, sur ce sujet-là, nous sommes en mesure d'intervenir avec les solutions techniques que nous. Les mesures donc préventives organisationnelles, cette fois-ci, donc une nouvelle organisation, une amélioration du quotidien au travail, des nouvelles procédures. Et là également, nous sommes en mesure d'intervenir pour la simple et bonne raison que nous réalisons des préconisations réglementaires normatives sur le sujet et avec la mise en conformité du stockage de produits chimiques. Et sur la dernière partie, donc les mesures de protection personnelle, donc les EPI notamment, où là, nous n'intervenons pas en détail, mais ça concerne tout ce qui est lunettes, gants, blouses et tous les équipements de protection individuelle auxquels vous êtes confrontés quotidiennement. Alors, en ce qui concerne le stockage des produits chimiques, dangereux, inflammables et explosifs, il y a 2 normes européennes de référence qui sont entrées en application depuis février 2004. Donc, c'est une norme qui a une quinzaine d'années désormais, et cette norme-là, elle est divisée en 2 sections. Il y a la norme donc NFEN 14470-1, donc la section 1 qui va concerner spécifiquement les produits inflammables, et ensuite la section 2 qui va concerner spécifiquement les bouteilles de gaz. Donc dans les 2 cas, nous sommes dans le cadre de produits inflammables et explosifs. L'objectif de la mise en application de ces normes, elle est de protéger donc, les employés lors d'un sinistre, toutes les personnes présentes sur leur lieu de travail, à leur poste de travail, mais également donc, les employeurs et les sociétés en amont. Ces normes-là, elles imposent un certain nombre de règles, notamment donc, de stocker les produits inflammables et explosifs dans des armoires de sécurité qui soient résistantes au feu 15, 30, 60 ou 90 minutes. Donc ces durées de résistance au feu sont à définir ensuite en fonction du contexte de l'entreprise. L'autre notion importante, c'est la notion de ventilation. La ventilation, c'est un sujet primordial même. Les armoires de sécurité doivent être ventilées à hauteur de 10 fois le volume par heure pour éviter donc, les risques d'inhalation, donc l'exposition directe des collaborateurs aux produits chimiques et aux vapeurs de produits chimiques contenus dans les armoires. Mais donc,
afin d'éviter l'accumulation des vapeurs contenues dans l'armoire de sécurité et d'atteindre le domaine d'explosivité. Il faut savoir qu'une accumulation de vapeur donc, qui pourrait, peut être à l'origine d'un départ de feu ou d'une déflagration. C'est la raison pour laquelle les vapeurs doivent être extraites de manière permanente de l'armoire de sécurité. Et alors ensuite, il y a d'autres notions qui interviennent, comme la rétention, qui est obligatoire. Donc cette rétention, elle est évoluée à 10% du volume total des produits stockés dans l'armoire de sécurité. Et en complément, ce qui permettra d'éviter la pollution des sols, pour que le produit ne se disperse dans le local et à l'extérieur de l'armoire de sécurité. Et il y a d'autres éléments obligatoires qui interviennent, comme par exemple la signalisation normalisée pour identifier le risque instantanément donc pour les collaborateurs, mais également pour les secouristes en cas d'intervention. Et également donc, les fermetures à clé, puisqu'il doit y avoir un contrôle au niveau de l'accessibilité, au niveau des produits chimiques qui sont stockés. D'autres éléments interviennent en termes de sécurité pour les produits chimiques. Il y a le code de la santé publique notamment, et l'évaluation des risques professionnels qui sont obligatoires, donc, que j'évoquais précédemment. Alors là, l'approche est un peu plus technique. L'idée, c'est simplement de mettre en avant la manière dont se déclenche un feu. On retrouve ce qu'on appelle le triangle du feu, où vous avez besoin de 3 éléments pour qu'un feu se déclenche. L'énergie cité précédemment, notamment la flamme ouverte, l'étincelle mécanique, l'étincelle électrique, la réaction chimique, les surfaces chaudes, parfois des chocs. Il faut un combustible, donc le gaz, des liquides ou des matériaux, comme des poussières, par exemple, parfois même, et le comburant, donc, qui lui est contenu dans l'air, le dioxygène. Deux éléments importants en liaison avec les produits inflammables. Donc, il y a le point clair et le point d'auto-inflammation. Donc, le point clair, c'est la température la plus basse à laquelle un liquide émet suffisamment de vapeur pour former avec l'air ambiant un mélange inflammable. Donc là, ça nécessite une énergie d'activation, dans ce cas-là. Donc, c'est la température minimum avec une énergie d'activation où le produit peut s'inflammer. Et le point d'auto-inflammation, là, c'est la température minimale à partir de laquelle survient spontanément une inflammation du produit au travers d'un mélange donc gaz-air ou vapeur-air. Et là, dans ce cas-là, la notion de point d'auto-inflammation ne nécessite pas de flamme pilote, d'énergie d'activation. Donc ces données-là, encore une fois, figurent systématiquement dans les FDS des produits. Pour chaque produit inflammable, il y a une température de point d'éclair et une température d'auto-inflammation. Il y a quelques exemples des produits les plus communément utilisés, comme l'essence, où on recite par exemple le point éclair qui est à moins 20 degrés, ou le point d'auto-inflammation qui est à entre 246 et 280 degrés. L'exemple également pour l'acétone, le méthanol, l'éthanol et l'huile de paraffine. Donc ces notions-là sont importantes. Pourquoi? Parce qu'au travers d'un produit inflammable, il y a 2 notions importantes à prendre en considération. C'est donc le contact direct avec une source d'activation, mais également la température. C'est-à-dire que les produits, il faut les protéger de la flamme, en cas d'un départ de feu, mais également de l'élévation de température, puisque, comme je le disais juste avant, un produit peut s'auto-inflammer uniquement avec l'élévation de température. L'essence, par exemple, à partir de 246 degrés, peut s'enflammer seule, sans aucune énergie d'activation. Donc, il est important de bien protéger ces produits-là de la flamme, mais également de la chaleur. La notion de ventilation donc, est un élément qui est important, puisque, encore une fois, les vapeurs sont des éléments à prendre en considération en termes d'approche pour protéger les utilisateurs, mais pour éviter les concentrations de vapeur à l'intérieur de l'armoire de sécurité et d'atteindre le domaine d'explosivité. Cette ventilation-là, donc la norme demande qu'il y ait un taux de renouvellement de 10 fois le volume par heure, et il est important que les armoires en question subissent des tests aéroliques. On visualise notamment un cas de figure sur la droite où les armoires ne sont pas étanches, la ventilation n'est pas adaptée et après quelques minutes de ventilation, on constate que les vapeurs stagnent dans la partie inférieure de l'armoire de sécurité. Cette notion de ventilation, elle est encore une fois primordiale.
L'idée, c'est que la ventilation, elle permette d'aller capter les vapeurs les plus basses dans l'armoire de sécurité. La norme demande qu'il y ait un orifice de ventilation au-dessus du bac de rétention pour évidemment aller récupérer les vapeurs situées dans la partie inférieure de l'armoire de sécurité. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, ce qui justifie d'aller les récupérer donc en partie basse de l'armoire. Il y a systématiquement une entrée d'air et l'aspiration se fait par le bas de l'armoire de sécurité. Alors là, vous allez voir une vidéo qui va matérialiser ce que je viens d'expliquer en termes de vapeur et le fait que les vapeurs soient plus lourdes et l'importance que les armoires soient bien ventilées. Donc l'opérateur utilise une flamme ouverte sur la partie inférieure du tube. Il y a ensuite un chiffon qui est positionné sur la partie supérieure. Et le chiffon en question est imbibé de pétrole. Et les vapeurs qui vont être générées par le produit en question, donc étant plus lourdes, elles vont descendre jusqu'à la flamme ouverte et vont déclarer donc le feu directement. Donc cette notion de ventilation est très importante, encore une fois, dans les armoires de sécurité. Le débit de renouvellement de l'air, donc il est important et doit être parfaitement respecté. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et en cas de forte concentration des vapeurs dans l'air, il peut se créer un mélange explosif. Et la ventilation, une fois qu'elle est respectée dans les proportions et débits définis par la norme, à savoir 10 fois le volume par heure, permet d'éviter le mélange inflammable. Le mélange explosif, lui, il représente ce qu'on appelle donc le domaine d'inflammabilité. C'est ce qu'on retrouve sur la partie droite, au travers du graphique, où il y a les notions de mélange maigre, explosif et riche. Donc on parle dans ce cas-là de limite inférieure d'explosivité et de limite supérieure d'explosivité. Et c'est la concentration de vapeur qui, une fois suffisamment riche, devient une source d'activation et qui permettrait de créer un feu. La ventilation mécanique, elle permet donc de supprimer ce phénomène totalement. Et le risque, là, il est important parce que le mélange est souvent inodore et invisible. Les armoires doivent être parfaitement ventilées. Vous comprendrez donc que la sécurité au poste de travail est une logique et un besoin qui est vraiment indispensable dans les entreprises. Alors, Asecos propose une très large gamme de solutions techniques. Nous avons plus de 250 modèles, 36 000 combinaisons, l'objectif étant de répondre à tous les besoins en stockage de produits chimiques, dangereux, inflammables, et toutes les applications, et répondre à toutes les applications concernant le stockage de produits chimiques. À savoir également que un peu plus de la moitié de nos solutions techniques développées et commercialisées par Asecons sont uniques sur le marché, et notamment avec une volonté réelle de maintenir notre position de leader sur le marché avec des solutions qui sont uniques. Alors, pour avoir une bonne lecture de ce qui existe en termes d'armoires de sécurité, vous avez donc le visuel présenté avec 3 typologies majeures d'armoires de sécurité. Vous avez donc des armoires sur la partie de gauche, qui sont des armoires en simple tôle d'acier. Ces armoires-là ne disposent d'aucune certification et d'aucune résistance au feu. Ce sont les armoires que l'on retrouve le plus communément dans les établissements. Et à noter que ces armoires-là, qui ne disposent d'aucun niveau de sécurité, représentent un risque de sinistre qui est très élevé et des conséquences juridiques et légales pour les employeurs qui sont importantes. Vous avez en partie centrale des armoires en double tôle d'acier ou des armoires qui sont équipées d'une laine de roche en termes d'isolation, mais qui ne disposent notamment pas de certification ou alors de certification américaine. Donc là, ce sont des produits que l'on retrouve assez régulièrement aussi dans les établissements.
sachant que ces armoires-là sont certifiées généralement à une norme américaine dont la résistance au feu demandée est de 10 minutes. Donc 10 minutes, ce qui est inférieur à ce que demande la norme française européenne en termes de résistance au feu, et le minimum donc requis par la norme, c'est 15 minutes. Donc en étant à 10 minutes de résistance au feu, on assure une résistance, une sécurité intermédiaire. Donc le risque de sinistre dans ce cas-là, il est moyen, et la responsabilité, elle est intermédiaire. Mais pour autant, ces armoires-là FM, au-delà de l'armoire elle-même, nécessite que les produits inflammables soient stockés eux-mêmes dans des jerrycans FM, et les armoires doivent être situées sous des sprinklers également. Donc il y a d'autres éléments à faire intervenir. Et on en arrive ensuite aux armoires aux solutions de stockage à sécos, qui sont donc les solutions résistantes au feu les plus évoluées techniquement du marché, où là, donc les armoires sont parfaitement adaptées en termes de sécurité, il n'y a aucune restriction. Et en termes de résistance, donc on parlera dans notre cas essentiellement d'armoires 30 minutes ou 90 minutes, avec un risque notamment quasiment inexistant pour les 90 minutes, et donc la mise en œuvre de solutions qui sont totalement adaptées par les employeurs sur les sites, avec une responsabilité donc, qui est beaucoup moins importante. Donc nous, ce que nous souhaitons à Secos, c'est simplement permettre, au travers de notre retour d'expérience et de nos compétences, de permettre que les sites industriels français, les laboratoires, soient équipés de manière adaptée en termes de sécurité, et que les investissements qui soient réalisés le soient sur du long terme. En cas de contrôle par des organismes externes sur les armoires de gauche ou en position centrale, l'investissement initialement réalisé aura été caduque, puisque l'idée, c'est que les armoires en question n'étant pas conformes, ça nécessitera que le client doive remplacer ses armoires de sécurité par des armoires qui soient certifiées donc à la norme européenne. Pour matérialiser ce que je viens de vous expliquer, Asecos a fait réaliser un test, un test comparatif de 3 armoires de sécurité, donc une armoire de sécurité en simple tôle d'acier, une armoire en double tôle, et ensuite les armoires de sécurité résistantes au feu. Donc à noter que l'on retrouve les 3 typologies d'armoires que j'évoquais. Sur la gauche, les armoires en simple tôle d'acier. En position centrale, les armoires en double épaisseur de tôle conformes à une norme américaine FM. Et ensuite, à droite, les armoires de sécurité certifiées à la norme européenne. Dans les armoires de stockage sécurité en question ont été positionnées exactement les mêmes quantités de produits inflammables, 24 aérosols, 4 litres de produits inflammables. Les tests ont été réalisés donc en conditions extérieures à une température qui est assez basse, puisque les tests ont été faits notamment en Finlande. Et on imagine que si les armoires en question étaient pleines à ras-bord, comme c'est le cas dans les établissements, à température ambiante de 20 degrés dans les locaux, les phénomènes que nous allons visualiser seraient beaucoup plus importants encore. Donc, au bout de 3 minutes, le premier modèle, en simple tôle d'acier, explose littéralement.
Donc, la deuxième armoire en double épaisseur de tôle, donc au bout de 8 minutes précisément. Donc, la différence est flagrante entre les différentes armoires de sécurité. Ce type de vidéo alors, est très utile puisque nous travaillons énormément sur les prises de conscience et ça permet vraiment de matérialiser la différence technique notable et la sécurité complémentaire que peut apporter une armoire 90 minutes certifiée à la norme E14470. Alors, pourquoi une armoire enfin, pour définir la durée de résistance au feu, pardon, il y a différents critères à prendre en considération. Mais nous, à Secos, la quasi-totalité des armoires que nous commercialisons sont des 90 minutes à l'échelle nationale, puisque ça représente le niveau de sécurité le plus évolué, le plus important. Notamment parce que dans les établissements, des exercices réguliers, évidemment, d'évacuation en cas d'incendie. Le problème, c'est que dans ces mises en situation, ça reste un exercice. Donc, il est toujours facile de sortir d'une situation de risque imaginaire. Par contre, en cas d'une situation réelle de feu, les réactions humaines seraient totalement différentes. On imagine que dans un établissement, il puisse y avoir évidemment de la fumée, les capacités respiratoires donc diminuées des personnes, du stress évidemment présent, des obstacles sur le chemin, une visibilité qui est réduite, des risques de chute, sans possibilité d'utiliser évidemment les ascenseurs qui sont coupés en cas du déclenchement d'un feu, et éventuellement des personnes en situation de risque ou bloquées dans des pièces, par exemple, qui auraient besoin d'une aide extérieure. En prenant en compte évidemment les personnes en situation de handicap, alors les exercices d'incendie sont parfaits évidemment en termes de préparation, mais en cas de situation réelle d'un scénario d'incendie, là ce serait vraiment très différent. Chaque minute est précieuse dans ce genre de situation pour protéger les collaborateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous orientons systématiquement, quasi systématiquement nos approches sur des armoires résistantes au feu 90 minutes. Celle-ci, elle permet de mettre en avant la manière dont fonctionne une armoire de sécurité.
Alors, la vidéo de présentation en question, l'idée c'est de mettre en avant la manière dont fonctionne une armoire de sécurité certifiée à la norme EN 14470. Et vous avez vu sur la vidéo qu'il y a différents dispositifs techniques qui vont s'activer en fonction de l'élévation de température. Donc vous avez notamment, lorsque l'armoire est équipée de tiroirs de rétention, un rappel automatique des tiroirs à 49 degrés. Donc le personnel, lui, quitte le site et l'armoire prend le relais toute seule. Vous avez ensuite la fermeture automatique des portes à 69 degrés et les clapets coupe-feu qui se ferment également donc, aux alentours des 80 degrés. De cette manière, la flamme ne peut pas intégrer le contenu et les produits inflammables sont sécurisés à l'intérieur de l'armoire de sécurité. Autour des portes, vous avez vu des joints thermodilatants qui vont prendre 20 fois leur volume à partir de 100 degrés pour éviter l'alimentation en oxygène à l'intérieur de l'armoire et l'intégration de la flamme. Et ensuite, les armoires en question sont fabriquées dans des plaques de sulfate de calcium qui vont permettre de libérer de la vapeur et tempérer le contenu. Donc, au travers des précédents sujets évoqués, l'armoire de sécurité permet donc deux choses. D'une part, de ne pas permettre le contact de la flamme avec les produits inflammables stockés à l'intérieur et également de ne pas permettre l'élévation de température. Lorsque le feu est à 1000 degrés à l'extérieur de l'armoire de sécurité, la température intérieure ne doit pas excéder 180 degrés. Ce qui permet évidemment, encore une fois, de confiner le risque à l'intérieur de l'armoire de sécurité, de ne pas engendrer des risques de surfeu et de déflagration plus importantes. Nous en arrivons ensuite, dans la continuité des armoires de sécurité, un nouveau concept de sécurité ASECOS, donc doté d'une double sécurité, le sujet des batteries lithium-ion, donc en termes de stockage et de charge en toute sécurité. Fort du savoir-faire dans la fabrication d'armoires de sécurité pour produits chimiques, ASECOS a développé il y a 2 ans une nouvelle solution de stockage spécifique, donc dédiée aux batteries lithium-ion, en ayant été à nouveau précurseur sur le marché. La batterie lithium-ion aujourd'hui est devenue en termes d'utilisation assez régulière dans bon nombre de produits auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Il y a un développement, une amélioration constante de cette technologie au lithium-ion, une grande capacité donc énergétique contenue dans un espace qui est extrêmement réduit, des facilités de charge et une rapidité de charge. Il y a une démocratisation de la batterie lithium-ion sur bon nombre d'appareils de la vie quotidienne, et notamment dans tout ce qui est mobilité, l'électromobilité, au travers des vélos électriques, notamment les trottinettes électriques. Alors, le premier constat, c'est que les batteries lithium-ion sont loin d'être inoffensives. Bien au contraire, le risque d'incendie est trop souvent sous-estimé. Les batteries au lithium-ion sont de plus en plus utilisées dans de nombreux secteurs d'activité, ce qui accroît également le nombre d'accidents professionnels. À noter que la majorité des incendies surviennent lorsque les batteries sont en charge. L'encart sur la partie droite de l'écran met en avant un constat réalisé par l'Institut de la prévention et des analyses des risques en entreprise, qui mettent en avant que les incendies liés aux batteries lithium-ion sont de plus en plus fréquents et sont en forte augmentation ces dernières années. Vous avez ici deux cas concrets d'incendies générés par des batteries au lithium-ion. Le premier visuel en haut met en avant un incendie qui est survenu sur un stock de batteries lithium-ion situé à Lyon précisément. Et le second visuel, un incendie déclaré dans un magasin de vélos, dans un centre commercial. Mais alors, au-delà des incendies eux-mêmes, ce qui est important, c'est qu'il y a toutes les conséquences, évidemment, sur l'enseigne concernée, l'entreprise, l'établissement. Mais il peut y avoir aussi des conséquences lourdes pour les entreprises voisines, et notamment dans le deuxième cas de figure, une grande proportion du centre commercial a brûlé. Le principe de fonctionnement d'une batterie lithium-ion, sa structure, elle est composée d'une cathode et d'une anode, respectivement ce qu'on appelle les électrodes négatives et positives. Et vous avez l'électrolyte qui, lui, garantit le transport des ions au lithium entre les électrodes pendant le processus de chargement ou de déchargement. Vous avez un séparateur qui isole les deux électrodes
l'une par rapport à l'autre, mais il reste une perméabilité entre les deux. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement d'une batterie. Au moment de la décharge, le côté anode émet des ions lithium et des électrons. Donc les deux s'écoulent par un circuit intérieur et qui effectue un travail électrique, et le processus complet s'inverse lorsque l'on parle de charge. La batterie lithium-ion représente évidemment des avantages, mais il est important également de rester objectif et de mettre en avant les risques qu'elle représente. Les avantages, on retrouve évidemment l'accumulation d'énergie pratique dans un petit espace, la démocratisation, encore une fois, de cette technologie ion lithium sur bon nombre d'appareils de la vie quotidienne, personnelle et professionnelle, une faible autodécharge et pas d'effet de mémoire, avec une très bonne adaptabilité. Ensuite, les risques, là, ce qui est important, puisqu'ils sont souvent dissimulés ou sous-estimés, il y a l'explosion en cas d'échauffement, l'inflammabilité spontanée et l'instabilité de la batterie, les risques d'incendie, d'éclatement renforcés qui deviennent plus importants, et les courants électriques, notamment les arcs, qui peuvent engendrer une instabilité de batterie. La batterie, lorsqu'elle rentre en réaction, il y a l'émission de substances toxiques et combustibles. Donc ces éléments-là, il faut les prendre en compte pour rester totalement objectif et en termes de prévention. Les causes les plus fréquentes d'incendies générés par les batteries lithium-ion, donc on retrouve la surcharge électrique qui survient en cas d'une surtension ou en cas d'une charge prolongée. Les dommages mécaniques, lorsque les batteries sont usagées, défectueuses ou qu'elles subissent un choc physique. Le stock de ces batteries est à prendre en compte, puisque souvent les batteries défectueuses sont entreposées et jusqu'à ce qu'elles soient prises en compte pour être retraitées, mais elles représentent un risque majeur lorsqu'elles sont entreposées dans les entreprises. Il y a la surcharge thermique également, lors de fortes élévations de température de la batterie ou l'environnement dans lequel elles sont stockées. Vous avez ici un schéma explicatif de ce qu'il se produit lorsqu'une batterie au lithium-ion subit ce qu'on appelle un emballement thermique. À noter, l'élément le plus important, c'est que la température critique d'une batterie est définie à 60 degrés, donc ça peut aller extrêmement vite. Et ensuite, vous avez les différentes étapes. À partir de 70 degrés, donc l'électrolyte commence à s'évaporer. Donc là, vous avez un phénomène de dégazement toxique qui est assez impressionnant, et dans une pièce, le phénomène peut être assez probant, la visibilité perdue en quelques secondes. Vous avez ensuite, donc à 130 degrés, la phase d'arrêt. Le séparateur de fond, donc lui à 105, le séparateur qui fond à partir de 150 degrés. Et la réaction thermique qui se produit à 250 degrés pour arriver à l'emballement thermique, donc au-delà de 260 degrés. Donc on parle d'emballement thermique de la batterie, et lorsque le phénomène est engagé, il est très difficile d'interagir sur la batterie elle-même pour limiter son phénomène. Donc les armoires de sécurité, donc le concept de sécurité ASECOS, c'est d'offrir un niveau élevé de protection en cas d'incendie. Donc ces armoires-là disposent d'une double certification. Donc là, en l'occurrence, la certification au feu, si le feu se déclenche à l'intérieur de l'armoire, on parle de la norme N1363-1. Donc la résistance au feu, elle est de 90 minutes, et ce qui permet également de contenir les décharges de pression en cas de déflagration des batteries directement à l'intérieur de l'armoire de sécurité. Deuxième cas de figure, c'est si le feu se déclenche à l'extérieur. Donc là, les batteries sont confinées, isolées à l'intérieur de l'armoire de sécurité. Ce qui évite également que les batteries stockées dans l'armoire s'enflamment spontanément et deviennent instables ou qu'elles explosent. Donc là, dans ce cas-là, si le feu est de l'extérieur vers l'intérieur, c'est la norme EN 14470 qui intervient. Les assureurs sont de plus en plus impliqués et concernés par ce risque important, et les assureurs émettent désormais des recommandations et directives très claires concernant le stockage de ces batteries. Les armoires 90 minutes sont recommandées notamment par des assureurs comme Allianz auprès de leurs assurés. Nous avons eu de nombreux clients confrontés à des problématiques liées aux batteries lithium-ion, et depuis plus de 2 ans maintenant, nous avons pu répondre à leurs attentes et celles de leurs assureurs par la même occasion.
Il y a différents niveaux de sécurité, différents niveaux de protection. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur la partie de gauche, vous avez des armoires donc dédiées uniquement pour le stockage des batteries, notamment pour des batteries qui représentent un risque faible d'inflammabilité ou d'explosivité, notamment des batteries neuves. En version intermédiaire, donc la batterie Store Pro, où vous avez quelques éléments de sécurité complémentaires avec des indicateurs visuels et sonores en cas d'une élévation de température et un système de dispersion d'aérosols sur les batteries. Et les versions les plus évoluées techniquement qui permettent directement de stocker les batteries, mais également lorsqu'elles sont en charge. Et là, nous sommes sur un niveau de sécurité le plus important, le plus évolué. L'équipe Asecos France, donc, elle est organisée et présente sur l'intégralité du territoire français. Et nous intervenons pour accompagner toute entreprise, toute structure dans la mise en conformité du stockage de produits chimiques dangereux. Encore une fois, nous partageons et faisons bénéficier de notre expertise qui est unique sur le marché. Et je vous invite donc à découvrir la liste des interlocuteurs Asecos, que vous retrouverez également sur notre site internet Asecos SARL. Et il est important de noter également que l'équipe Asecos, tous les membres de l'équipe Asecos sont habilités par le CNPP sur la maîtrise et la préconisation des risques liés à la manipulation et au stockage des produits dangereux. Asecos propose un large champ d'action et d'accompagnement de manière générale. Donc, nous sommes présents sur tout le territoire français. Nous intervenons en termes d'accompagnement, de préconisation technique, réglementaire et normative. Nous réalisons des audits gratuits. L'idée, encore une fois, c'est de transmettre les bonnes informations pour que les mises en conformité soient parfaitement adaptées. Nous suivons les projets dans leur intégralité. Nous avons des approches qui sont techniquement adaptées personnalisé, puisqu'au travers des 36 000 combinaisons que nous proposons, nous avons la capacité de personnaliser les solutions techniques proposées. Nous réalisons des formations, des séminaires. Nous disposons également d'un camion de présentation qui parcourt l'Europe, qui permet de réaliser des démonstrations expérimentales et de présenter des matériels. Nous avons une académie également directement au siège. Asecos est un organisme de formation en Allemagne. Nous réalisons des conférences sur site et, comme c'est le cas aujourd'hui, des webinars, Zoom et Skype. Nous mettons à disposition différentes brochures et guides dans vos process de mise en conformité pour vous accompagner dans les process de mise en conformité de stockage de produits chimiques. Le plus important, c'est le guide des produits chimiques, qui est un document unique sur le marché. Nous avons fait intervenir une dizaine d'organismes européens spécialisés sur le sujet. Et ce guide-là reprend tous les critères, tous les aspects réglementaires, législatifs, normatifs, pour que vous puissiez disposer des bonnes informations dans la mise en conformité des stockages de produits chimiques. Ces documents-là et brochures sont gratuits et sur simple demande de votre part. La présentation est désormais terminée. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à d'éventuelles questions si vous en aviez. Eh bien, merci beaucoup Louis-Vincent pour cette présentation animée. Merci. Il y a eu des questions, mais Thierry Biès a pu répondre au fur et à mesure sur les dimensions sur mesure, sur éventuellement les poussières de bois. Donc avec est-ce que comme c'est une atmosphère explosive par poussière de bois, finalement les armoires sont aussi conçues pour ces conditions. Bon, moi en tant que préventeur, je disais déjà à la base, il faudrait mieux qu'il n'y ait pas trop de poussière de bois parce que ça veut quand même dire que l'atmosphère n'est pas bonne. Donc voilà, mais ça c'est plus le côté humain, vous êtes plus le côté matériel. Mais voilà. Donc je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien donc demain par un message de ma part. Vous disposez donc des coordonnées et je les rajouterai au mail de remerciements d'Abisco et d'Asecos pour les contacter ultérieurement. Je pense que c'était vraiment une présentation très intéressante. Et puis, c'est vrai que les batteries lithium, là, il y a un grand développement
qui se déroule avec cette mobilité dite douce, mais finalement, voilà ce qu'elle génère derrière. Donc, il va falloir y répondre. Je pense que nous pouvons clôturer, remercier tous les participants, et puis je vois que les gens sont enthousiastes et vous remercie puisque vous avez fait tout le travail. Je pense que vous avez bien mérité un petit café. Et je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée et n'hésitez pas à revenir vers l'un de 3 interlocuteurs dont vous avez les noms en ce moment. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis à bientôt pour un prochain webinaire proposé par la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.